Directeur de cabinet du haut-commissaire Théophile de la Suze, bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation après effectivement ce long week-end du 24 septembre. Un long week-end qui, selon le haut-commissariat, dans un communiqué publié hier, s'est déroulé sans incident majeur. Il est précisé que c'est la présence massive sur le terrain des forces de sécurité intérieure qui a permis que les choses se passent bien. Un dispositif avec 6000 hommes au total. Quel était le dispositif? On a fait du bleu, comme on dit, il y en avait partout. Oui, c'est ce qu'avait souhaité le haut-commissaire, c'est faire en sorte que cette période du 24 septembre se passe le mieux possible et que les Calédoniens puissent recommencer à se projeter vers l'avenir. Et donc 6000 policiers et gendarmes appuyés par des militaires de la sécurité civile nationale, des douaniers, l'ensemble des forces de sécurité intérieure, des pompiers bien évidemment, ont été déployés sur tout le territoire avec une attention particulière sur le Grand Nouméa, avec des patrouilles, des points fixes, en particulier dans les quartiers les plus sensibles, mais aussi dans les quartiers moins sensibles pour rassurer la population, et puis un renforcement de la présence policière et de la gendarmerie également sur la côte est, la côte ouest, et y compris dans les îles. Et c'est un dispositif, et c'est peut-être là aussi une part de la réussite, que la police et la gendarmerie ont construit avec la population. C'est un dispositif qui a été présenté bien évidemment aux élus, aux maires avant le 24 septembre, qui a été présenté aux fédérations professionnelles, aux chambres consulaires, aux commerçants de Ducos. Bref, de faire en sorte de partir des besoins de la population pour construire le dispositif le plus adapté. Parce que vous sentiez cette inquiétude, pour pas dire cette angoisse dans la population, il fallait les rassurer, c'est ce que vous avez voulu faire. Très clairement, tout le monde s'attendait à ce que ce 24 septembre se passe mal. Il y avait énormément de rumeurs, énormément d'annonces sur les réseaux sociaux. Et l'objectif de l'État était de faire en sorte de faire la démonstration qu'un 13 mai n'est plus possible en Nouvelle-Calédonie. Et nous l'avons montré pour ce 24 septembre et nous continuerons à le montrer pour la suite. Alors pas d'incident majeur pendant ce long week-end, mais l'activité des forces de l'ordre est restée soutenue avec tout de même un certain nombre d'exactions, notamment alors dans le Grand Nord, dans certains quartiers de Nouméa, sont des exactions, hein, c'est-à-dire notamment des incendies sporadiques, plusieurs interpellations également. Globalement, quel bilan on peut faire sur ces 4 jours de long week-end? Mais je voudrais d'abord effectivement commencer par saluer le travail des policiers et des gendarmes qui ont fait un travail exceptionnel pendant ces 4 jours, qui n'ont pas compté leurs heures, pas compté leurs jours, pas compté leurs nuits, pour certains qui ont laissé leur famille en métropole pour venir en renfort et qui ont fait ce travail qui a permis d'interpeller 72 personnes, qui a permis de mettre fin à un certain nombre de barricades et d'entraves, qui a permis d'éteindre un certain nombre de débuts d'incendie. Je pense notamment aux exactions qui ont lieu au musée rural de Païta, aux tentatives de remettre le feu à Plexus, à Ducos, plusieurs exactions qui ont eu lieu. Et à chaque fois, la police et la gendarmerie sont arrivés très rapidement avec un appui, et je veux les saluer aussi, des pompiers communaux, des pompiers de la DSCGR et des pompiers que nous avons amenés en renfort en Nouvelle-Calédonie depuis la métropole. Et donc, vraiment saluer ce travail. Je rappelle aussi qu'il y a eu 12 policiers et gendarmes blessés durant ce week-end. Ça reste un chiffre important et ça montre bien l'adversité inacceptable auxquelles font face les policiers et les gendarmes. Les gendarmeries ont également été la cible, à Poum, à Point-d'Imier, je crois, il y a eu des jets de Il y a pierre. eu un certain nombre de caillassages à Poum, Point-Dimier, vous le soulignez, et puis de véhicules de la police et de la gendarmerie dans le Grand Nouméa qui ont fait l'objet là aussi d'atteintes qui, je le rappelle, sont inacceptables. Les pompiers également ont été l'objet de caillassages. Alors encore un certain nombre d'exactions, on le voit bien. La nuit dernière encore, il y a eu des interventions, des incendies, départ de feu à l'UNC, hein. Oui, alors la nuit était calme en zone gendarmerie, globalement calme en zone police, mais malheureusement nous avons eu à déplorer quelques départs d'incendies au sein de l'université, des incendies qui ont fait des dégâts mineurs, en tout cas au cours de la nuit c'est ce que nous avons constaté, on verra à la levée du jour. Mais là aussi les CRS, les compagnies républicaines de sécurité, sont intervenus très vite et ont permis de circonscrire dans les meilleurs délais l'incendie. Mais alors pourquoi est-ce qu'on n'en vient pas à bout? Quel est aujourd'hui le profil des auteurs de ces actes délictuels? Ce sont des délinquants ou ce sont des militants politiques? Pourquoi est-ce que ça se termine pas? Pourquoi toutes les nuits encore, et parfois dans la journée, il y a des incidents comme ça? Il faut d'abord souligner que les choses vont mieux malgré tout, et que ce bilan est positif et qu'on s'améliore et qu'il y a de moins en moins d'exactions. Il y a le sujet de Saint-Louis qui est notre priorité, on y reviendra certainement, mais les choses vont mieux. On continue d'en avoir, on continue d'avoir un certain nombre de difficultés et vous posez la question de fond. Bien évidemment, dans cette crise insurrectionnelle, le sujet central était un sujet politique. Et notre travail, le travail de l'État, c'est de faire en sorte que l'expression politique s'exprime dans un cadre démocratique. Toutes les opinions sont légitimes, peuvent être exprimées, mais elles doivent se faire dans un cadre démocratique, dans un cadre du respect de l'état de droit et sans violence.
Et puis il y a d'autres motifs qui sont apparus. Il est évident que c'est pas parce qu'on est contre le dégel du corps électoral que l'on va piller chez Darty ou chez Decathlon. Il y a une forme de délinquance qui est apparue, de personnes qui ont profité de ces émeutes pour commettre un certain nombre d'actes de délinquance et pour lesquels un certain nombre de verrous moraux ont sauté. Parce que tous ces gens ne pillaient pas avant. Et ça va être un enjeu majeur pour toute la société calédonienne aujourd'hui. Pour l'État, bien sûr, dont c'est la mission d'assurer la sécurité, mais pour l'ensemble des collectivités, l'ensemble des parties prenantes, de se mettre autour d'une table et de se dire qu'est-ce qu'on fait face à cette partie de la jeunesse qui a versé dans une délinquance d'appropriation. Et puis un troisième motif qui, lui, est encore plus inquiétant chez une frange minoritaire de cette jeunesse, c'est une forme de nihilisme, de refus de toute autorité, qu'elle soit politique, qu'elle soit coutumière, qu'elle soit religieuse. Une frange de la jeunesse qui est capable d'aller brûler des églises de Vao à l'île des Pins jusqu'à Puebo, en écrivant sur les murs de l'église de Puebo, refus de toute autorité religieuse sur cette terre. Eh bien, cela va nécessiter une réponse, un travail qui concerne une génération entière et qui nécessite vraiment l'action de tous. On pourrait y rajouter le sujet de l'alcool, sur lequel il faut qu'on arrive à apporter une réponse. C'était déjà un sujet avant la crise, ça l'est encore plus maintenant. Ces sujets d'urbanisme, on a bien vu qu'il y avait des sujets d'urbanisme, d'aménagement du territoire. Bref, beaucoup de chantiers sur lesquels maintenant, pour arriver à sécuriser dans la durée, il faut pouvoir apporter des réponses de long terme. L'État s'occupe de la réponse de court terme sur l'ordre public, fait un certain nombre de progrès, il y a encore du travail, mais il faut vraiment maintenant qu'on arrive à aligner l'ensemble des autres solutions. Et alors, ceux qui mettent le feu, là, actuellement, ces derniers jours, on a vu, alors, ou des feux de brousse qui ont des dégâts sur la nature, ou des incendies sur les feux de poubelle, feux à l'UNC, vous le disiez. C'est quoi? C'est des délinquants de base qui s'occupent, qui refusent toute autorité? C'est comme ça que vous les qualifiez? Il y a vraiment effectivement une jeunesse, parce que ce sont principalement des jeunes, alors au sens large du terme, hein, on va dire de 15 à 35 ans, qui, dans une forme de refus de tout, effectivement, se livrent à des actes qui sont inacceptables, et puis de jeunes, souvent sans emploi, inoccupés, pour lesquels, je le disais, un certain nombre de verrous moraux ont sauté pendant cette crise, et il faut maintenant arriver à remettre un certain nombre de règles et qui se sentent forcés à l'obligation de ces règles. Alors, Saint-Louis, vous y faisiez allusion, ça reste le point chaud, le point dur. Le week-end du 24 septembre, c'est passé comment là-bas? Est-ce qu'il y a une évolution de la situation? Bien, vous le savez, juste avant le 24 septembre, nous avons eu 2 décès suite à un tir de la gendarmerie pour se protéger, pour protéger les gendarmes qui étaient en action et qui étaient visés par ces individus. Et donc, nous avons eu ces 2 décès. Et après, dans le week-end qui a suivi, les choses ont été plutôt calmes à Saint-Louis, jusqu'à hier où, lors d'une patrouille de la gendarmerie nationale, les blindés ont fait l'objet de tirs. Notre travail, c'est de continuer à avancer pour pouvoir réouvrir cette route. Il y a ce travail d'ordre public, je vous le disais, par exemple des patrouilles et des actions des blindés de la gendarmerie, comme hier, et il y en aura encore. Bien évidemment, et c'est central, le travail de la police judiciaire, sous l'autorité du procureur de la République, avec ce travail qui a permis au cours de ce week-end que 3 personnes, 3 individus particulièrement recherchés qui sont au centre des enjeux sur Saint-Louis se rendent, et c'est une bonne chose. Et puis, évidemment, le travail de dialogue avec les autorités coutumières, qui est un dialogue que nous continuons, que nous maintenons, pour que ces jeunes se rendent. Je le rappelle, c'est un groupe de jeunes qui s'en prend aux forces de l'ordre, qui tirent sur les gendarmes, qui cherchent à tuer des gendarmes. Ce sont des jeunes qui s'en prennent aux véhicules, plus de 50 carjacking, dont un certain nombre avec usage des armes. Et donc, il faut que nous arrivions à interpeller l'ensemble de ces jeunes pour pouvoir réouvrir en toute sécurité la route. Tant qu'ils ne seront pas interpellés, tant que la sécurité ne sera pas assurée, la route ne sera pas réouverte. Nous ne mettrons pas en danger la vie des habitants du Mont-d'Or-Sud, la vie des habitants d'Yaté, la vie des habitants de Nouméa qui veulent prendre cette route. Et donc nous allons continuer à travailler avec beaucoup d'adversité, je le redis, hein, lorsque les gendarmes ont fait usage des armes la semaine dernière, c'est pour se protéger parce qu'ils risquaient leur vie et qu'ils auraient pu y rester. Nous allons continuer parce que nous devons réouvrir cette route et parce que c'est vraiment une priorité du haut-commissaire de la République, réouvrir cette route au profit des habitants du Mont-d'Or-Sud. Alors maintenant que la date fatidique du 24 septembre est passée, qu'est-ce que vous attendez? Une accalmie? Est-ce que les troupes, les forces de l'ordre vont rester mobilisées ou est-ce qu'au contraire il va y avoir un assouplissement du dispositif? J'ai envie de dire les deux, mon général. À la fois, il faut qu'on reste complètement vigilant. On le disait, on continue d'avoir un certain nombre d'exactions et on a eu ce qui s'est passé cette nuit à l'UNC. Donc nous allons rester pleinement mobilisés, extrêmement vigilants.
en étant présent le plus possible dans l'ensemble des quartiers. On a encore un sujet, par exemple, sur la vallée du Tyr, on a encore un sujet sur Tuban, même s'il y a des progrès, il faut qu'on continue à progresser. Et puis, je pense qu'à côté de cela, nous allons avoir une accalmie. Grâce à ce travail-là, grâce à toute une série de raisons. Et je pense qu'une fois que ce 24 septembre est passé, les Calédoniennes et les Calédoniens peuvent recommencer à se projeter vers l'avenir de façon un peu plus sereine. En termes d'effectifs, on sait qu'il y a pour l'instant un nombre de forces de l'ordre jamais vu en Nouvelle-Calédonie. Il va être maintenu ou est-ce que progressivement ça va être décroissant? L'idée est de rester à un niveau de renfort élevé. Après, selon les dates, selon les enjeux du moment, selon l'analyse de la menace, le nombre exact de forces peut évoluer, évidemment, de semaine en semaine. Mais l'idée et l'objectif est de rester à un niveau de force élevé pour continuer à progresser, continuer à assurer cette sécurisation du territoire et à nouveau faire en sorte que les Calédoniens puissent recommencer à discuter, à dialoguer sur le plan politique, sur le plan économique, dans un cadre serein, dans un cadre de l'état de droit, dans un cadre de paix civile. Alors plusieurs mesures administratives accompagnent cette situation, notamment le couvre-feu. Il est assoupli, mais il est maintenu. Il y a un couvre-feu en Nouvelle-Calédonie depuis la mi-mai et pour cause. Est-ce qu'il va être prolongé et jusqu'à quand? Est-ce qu'au-delà du mois de septembre, par exemple, il va être remis en vigueur? Ça fait partie des discussions que nous avons avec les maires, que nous avons avec les élus, que nous avons avec le monde économique. Aujourd'hui, très clairement, le couvre-feu est adapté, proportionné, légitime au regard des difficultés qu'il peut encore y avoir. Les avantages de ce couvre-feu sont encore bien supérieurs aux inconvénients qui existent. On en a bien conscience, notamment pour l'activité économique ou pour l'activité, pour la vie familiale. Mais nous allons continuer à avancer, faire en sorte qu'à un moment nous puissions lever ce couvre-feu. Ce que je vous disais, le dialogue est en cours pour savoir quel sera le moment le plus opportun pour le faire. Ça dépendra de l'évolution de la situation, évidemment. Ça dépend évidemment de l'évolution de la situation. Les mesures de restriction de vente d'alcool, c'est efficace, ça porte ses fruits? Ça porte très clairement ses fruits. Je ne sais pas si vous vous souvenez, c'était fin mai ou début juin. Nous avions réouvert l'alcool pendant quelques jours. Nous avions vu immédiatement les effets en matière d'ordre public. Donc, une fois que ce 24 septembre est passé, le Haut-Commissaire a décidé de réouvrir un petit peu la vente d'alcool, mais de rester sur un cadre assez serré. Nous allons travailler avec les cavistes, avec les entreprises productrices d'alcool pour adapter un peu plus ces mesures dans les jours et les semaines à venir. Néanmoins, et je le redis, l'alcool fait partie des sujets sur lesquels il faut que tout le monde se mette autour d'une table et que l'on prenne enfin des décisions. Euh, je le disais sur d'autres sujets, mais sur celui-là, c'est absolument central et crucial. Ça fait des années qu'on en parle de ce sujet de l'alcool. On en a vu les effets pendant cette crise. Et il faut maintenant que l'on amène des solutions. L'État est prêt à faire sa part du chemin, mais je rappelle que la santé publique n'est pas sa compétence, qu'il n'a pas la plupart des outils pour répondre aux questions posées par ce sujet. Et il faut maintenant que les collectivités, que l'ensemble des acteurs trouvent des solutions urgentes qui nous permettront ainsi de réouvrir la vente d'alcool de façon beaucoup plus large. Mais est-ce que pérenniser les restrictions, c'est pas aussi l'une des solutions et l'une des réponses? Peut-être, mais à ce moment-là, ça devrait être dans un cadre qui sera un cadre d'une loi de pays, par exemple, sur la durée, ou d'une loi nationale, mais pas dans le cadre d'un arrêté du haut-commissaire pour toute une série de raisons juridiques. Là, ce sont des mesures qui sont prises sur des fondements d'ordre public, et si les acteurs pensent que c'est ça la solution, bien évidemment, l'État accompagnera, mais il faut que ce soit les autorités compétentes qui, sur le sujet de santé publique, puissent prendre des décisions. Alors, il a également été décidé l'interdiction des manifestations, des cortèges, des rassemblements tout le mois de septembre et à Nouméa dans les communes de l'agglomération. Est-ce que ça a vocation à perdurer ou est-ce que maintenant que les choses sont plus calmes, vous allez réautoriser les gens à manifester ou à se réunir? Alors je sais bien d'abord que ça a été contraignant pour beaucoup de gens, au-delà des manifestations politiques. Il y a eu un certain nombre de manifestations qui n'ont pas pu se tenir et que ça a été contraignant du coup sur le Grand Nouméa. Et je veux remercier les habitants du Grand Nouméa pour leur résilience, pour leur compréhension. C'était vraiment un outil de police administrative utile pour que cette période du 24 septembre se passe le mieux possible. On va arriver, comme vous le disiez, au début du mois d'octobre. Les discussions sont en cours, notamment avec les maires, pour savoir quelles décisions prendre pour la suite. Je ne peux pas encore vous l'annoncer. Alors, un nouveau gouvernement à Paris, un nouveau ministre des Outre-mer, bon, des nouveaux ministres dans tous les portefeuilles. Est-ce que ça va changer quelque chose dans l'approche ou dans le traitement du dossier calédonien? Est-ce que vous avez déjà des réponses?
Le gouvernement national s'exprimera et dira si justement il y a des changements, quelles sont les nouvelles orientations. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que nous, sous l'autorité du haut-commissaire de la République, nous sommes là pour mettre en œuvre la politique de ce nouveau gouvernement, pour assurer la continuité de l'État et faire en sorte que les dossiers de fond actuels des Calédoniens, notamment les sujets de sécurité, avancent et au service de l'ensemble de la population de Calédonie. Théophile Delassus, merci d'accepter cette invitation. Merci à vous.